Alors, France en Amérique est le troisième volume d'une trilogie consacrée à la relation entre Franz et Abraham Farkas, son père. Chronologiquement c'est le troisième, ça clôt le cycle, mais ça peut être aussi le premier parce que c'est un cycle qui se boucle, c'est-à-dire que la fin de la trilogie se connecte directement au début. On peut le lire indépendamment. C'est donc l'histoire de l'année que Franz Farkas passe aux États-Unis entre l'été 1971 et l'été 1972 à Oakland, dans la baie de San Francisco, et d'une part, et puis d'autre part l'histoire parallèle de son père et de sa mère, Abraham et Claire, qui eux-mêmes vivent des aventures beaucoup plus, domestiques, mais aussi politiques et il y a une enquête criminelle, Abraham enquête sur des crimes inexpliqués dans la petite ville de Tillier en France. Et le roman s'appelle France en Amérique, il aurait pu s'appeler France et l'Amérique, parce que c'est la France et l'Amérique aussi. C'est une chronique pendant un an d'événements simultanés qui se passent sur les deux continents, dans les deux localisations, une histoire familiale et culturelle pour Franz parce qu'il est immergé dans une famille très atypique, qui est une double famille juive blanche et afro-américaine, et d'autre part dans un lycée qui est le Oakland High School, qui est un lycée authentique dont le fonctionnement est décrit cette année-là. Et puis les événements à la fois d'engagement politique et donc de lutte clandestine d'Abraham et de Claire, puisque Claire s'occupe d'un réseau d'aide aux femmes, d'avortement clandestin, d'aide aux femmes victimes de violences dans la France du début des années 70. Alors c'est un roman qui est effectivement consacré à la contre-culture. Qu'est-ce que c'est que la contre-culture? En fait, c'est un ensemble de mouvements de contestation culturelle qui naissent aux États-Unis, dans tous les États-Unis, mais qui se cristallisent beaucoup aussi dans la région de la Californie, parce que la Californie est un État multiethnique depuis l'origine de l'Union. C'est un État dans lequel toutes les communautés militent pour leur indépendance, leur autonomie, pour se faire entendre. Et c'est une région dans laquelle l'épanouissement culturel, en particulier au travers de la musique, de la chanson, de chansons qui sont écrites en contestation contre le pouvoir établi, contre la guerre du Vietnam qui fait rage à ce moment-là et dont il est question à de nombreuses reprises. Tout ça est raconté par les yeux de Franz, qui découvre ça au travers de ses camarades de classe, au travers des conversations qu'il a avec les membres de sa famille, au travers des contacts qu'il a avec un certain nombre de gens qui l'initient à tous ces mouvements, à ce bouillon de culture, à ce bouillon de contre-culture, on va dire, qui se passe à ce moment-là. Il y a le féminisme de l'avortement, il y a les Black Panthers qui apparaissent en 1967 et qui va rencontrer, il y a des gauchistes poseurs de bombes qui va croiser aussi, ce qu'on appelle le Weather Underground, il y a les enfants des immigrants asiatiques qui ont été mis dans des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a les ouvriers de Chicanos qui ramassent des oranges, il y a toute cette... il y a la communauté gay qui est très importante à San Francisco, puisque en 68 le magazine Life fait un article disant que San Francisco est la ville la plus gay des États-Unis, et c'est là que, avec New York, c'est là que la communauté gay commence à exiger d'être respectée et de ne plus être harcelée par la police. Voilà, c'est des affrontements de rue entre les Noirs américains et la police blanche. Enfin, tout ça est évoqué au travers des récits croisés de tous ces personnages qui expliquent à Franz dans quel pays il séjourne pendant un an. Il y a un mouvement
d'échanges, de ce qu'on appelle des échanges internationaux, qui est né de la guerre de 14 et d'associations d'ambulanciers de la guerre de 14, qui à partir de la Seconde Guerre mondiale, enfin de la fin de la Seconde Guerre mondiale, organise des échanges d'étudiants entre les États-Unis et tous les pays du monde. Alors France, lui, va aux États-Unis, mais il y a des étudiants américains qui vont en Thaïlande, il y a des étudiants suédois qui vont en Argentine, etc. Et tous ces jeunes gens font ça, soit tout à fait à la fin du lycée, soit un peu avant. Ils vont s'immerger dans une culture qui est différente de leur, parce que l'idée initiale des organismes qui ont créé ces échanges, c'est que si on mélange beaucoup les populations vont finir par se comprendre et on va éviter d'avoir des guerres mondiales comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un mouvement pacifiste qui consiste à rassembler des jeunes gens de tous les pays du monde pour faire en sorte qu'ils s'entraident, qu'ils se rencontrent, qu'ils se comprennent, voire qu'ils se marient ensemble, et ça arrive souvent. Et qui est tout à fait dans l'ère de l'époque, qui est allons à la rencontre des autres pour mieux nous comprendre et pour éviter des massacres. Alors la famille d'accueil de France, bon, c'est dévoilé au fur et à mesure du livre, mais la famille d'accueil de France, en fait, c'est 6 personnes. C'est 2 couples, un couple de juifs de l'Est de la région de New York avec leur fils, et un couple afro-américain avec leur fille qui vivent sur le même palier. Mais en fait, il n'y a pas de porte entre les 2 appartements. La seule porte, c'est la porte de l'escalier, et tout le monde circule très librement. Et les parents dorment d'un côté, les enfants de l'autre. Et on dit à France, les deux enfants disent à France, bon, sauf si tu es à l'article de la mort, tu dois pas traverser le couloir et aller du côté des mamas et des papas, parce qu'il les appelle les mamas et les papas, tu dois pas aller de leur côté entre minuit et 7h du matin. Alors, il comprend que, bon, il se passe des choses du côté des mamas et des papas qui sont leur affaire et qu'ils veulent pas être dérangés, mais que c'est pas juste 2 familles qui vivent l'une à côté de l'autre, c'est quelque chose qui est plus dans l'ère de l'époque, c'est-à-dire une sorte de mini-commune ou un groupe polyamoureux, dont on explique d'ailleurs comment il s'est constitué dans le roman, dont les propres membres expliquent comment ça s'est constitué, et qui d'ailleurs explique qu'elles n'ont pu, que les membres de la famille expliquent qu'ils n'ont pu constituer cette famille que parce que c'est la Californie de la fin des années 60 et du début des années 70, ça n'aurait pas été possible ailleurs aux États-Unis. J'ai pas de passéisme et de nostalgie parce que j'y ai pas participé. Mais en revanche, j'ai eu envie, 50 ans plus tard, de savoir exactement ce que c'était que ces choses dont j'avais entendu parler, que je connaissais pour certaines. Je connaissais très bien les mouvements féministes, mais je ne connaissais pas, par exemple, et je savais que San Francisco avait été la ville la plus gaie des États-Unis, mais je ne connaissais pas le détail historique de cette histoire. Je ne savais pas ce qu'était l'histoire des Black Panthers. Et donc j'ai voulu faire une sorte de voyage dans le temps pour m'éduquer moi-même, pour m'informer sur tous ces mouvements, parce que j'ai été frappé par la multiplicité de ces mouvements dans un même lieu, dans un même secteur, qui est la baie de San Francisco, à la même époque. Et donc je suis allé consulter, alors toutes les archives sont en ligne, accessibles librement, c'est ça qui est merveilleux. Je suis allé faire un voyage dans le temps et me promener derrière les yeux de France pour savoir un certain nombre de choses que je ne savais pas, pour rencontrer des gens que je n'avais jamais rencontrés, et pour comprendre des dynamiques et des conflits dont j'avais absolument aucune idée. Les jeunes gens qui vont au lycée en même temps que France à cette époque-là, les jeunes hommes à 18 ans peuvent être envoyés au Vietnam. Comment ? Par un système assez compliqué, très inégalitaire. Je savais qu'il était compliqué et inégalitaire, mais là je peux décrire en quoi il l'était et comment ça crée effectivement des réactions extrêmement vives, à la fois dans des expressions culturelles comme la musique ou dans le cinéma, et puis dans le discours même des adolescents de l'époque, dont il reste des traces, quoi. Et voilà, c'est ça, je me suis offert un voyage dans le temps, je me suis offert une promenade dans le temps, dans une période et une zone absolument fascinante,
parce que tout ce qui s'est passé à ce moment-là dans cette zone-là a des répercussions aujourd'hui que les lectrices et lecteurs vont voir et vont entendre très simplement parce que elles en entendent parler tout autour de nous. Et donc il y a en germe un certain nombre de choses qui naissent à ce moment-là et qui vivent toujours encore. Plusieurs romans, c'est plusieurs romances parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour. Et c'est un roman qui est écrit en tresse, c'est-à-dire que les lignes narratives sont entremêlées de façon... Enfin, il y a une logique interne qui n'est pas gratuite, bien entendu. On peut comparer ça à la construction d'une série télé où il y a 4 personnages parallèles et puis on mélange les 4 récits et on alterne un récit à l'autre. Donc c'est fait évidemment pour tenir la lectrice et le lecteur un peu en haleine, qui s'ennuient pas. Je voulais pas m'ennuyer et j'espère que les lectrices et les lecteurs s'ennuieront pas non plus. Et puis c'est aussi fait pour montrer les liens qu'il peut y avoir entre des histoires qui se passent à des milliers de kilomètres de distance, mais qui ont des points communs, comme encore une fois, le plus évident, c'est la lutte clandestine féministe de Claire en France, et puis la lutte féministe et aussi pour les droits LGBTQIA+, de Donna et de Hattie et de Lewis et Bernie aux États-Unis, à plusieurs endroits des États-Unis, qui se cristallisent en Californie. Mais donc évidemment il y a des ponts, et c'est des gens qui vivent ces aventures sans se connaître, parce que les problématiques sont les mêmes, avec des différences culturelles, mais enfin fondamentalement elles sont les mêmes. La lutte pour les droits des femmes et des personnes gays et homosexuels et des minorités de genre, des minorités de préférence sexuelle, elle est la même des deux côtés de l'Atlantique. Et donc c'est ça que je voulais montrer. Une chose que je n'ai pas dite, c'est que tout est raconté, disons, entre décembre 2020 et le printemps 2022, au gré de conversations entre Franz et un de ses amis qui vit à Montréal. Alors Franz vit en Angleterre, mais il est en France parce que son père a attrapé la Covid et est malade. Son père a 103 ans à ce moment-là. Et ils discutent tous les deux et ils relisent les archives de Franz. Franz a des archives chez lui, enfin dans sa maison natale, dans sa maison d'enfance à Tillier. Et cet ami, Marco, a reçu un carton avec des archives qui viennent de Californie, qui appartiennent à France. Et donc ils lisent ça en parallèle. Et lisant ça en parallèle, ils nous permettent de reconstituer une histoire avec ces fragments, enfin tous ces fragments juxtaposés, tous ces récits parallèles nous permettent de reconstituer l'histoire des personnages. Et alors oui, par exemple, le récit de Claire, c'est un récit qu'elle fait en audiovisuel à quelqu'un qui l'interroge sur son itinéraire de militante féministe et qui la filme, et donc ce film est vu par Franz et par Marco, et on en voit des extraits, comme c'est très long comme entretien, ben on en a des bouts comme on regarderait sur YouTube un truc qui fait 6 heures, et puis on le regarderait par morceaux de 20 minutes, quoi. Et le récit d'Abraham, c'est un récit qu'il a enregistré sur un magnétophone et qui a été retranscrit ensuite, tapé à la machine, en 1970, et que Franz ne lit que 50 ans plus tard, parce qu'il ne lui a pas fait lire avant. Donc tous ces... Il y a le journal effectivement de Hattie qui décide de tenir une sorte de journal de grossesse, parce que elle dit j'ai l'impression que je vais accoucher d'un enfant tout fait de 17 ans, je peux pas tenir un journal de grossesse avant qu'il arrive, mais je vais en tenir un pendant qu'il est là. Donc elle tient son journal pendant toute l'année où Franz est là, et elle raconte des choses que Franz évidemment ne raconte pas. Et il y a beaucoup d'autres personnages qui eux-mêmes apportent leurs témoignages, parce qu'il y a des témoignages écrits qui sont conservés. Donc c'est encore une fois, c'est ma marque de fabrique, on va dire. C'est encore une fois un roman polyphonique, tout simplement parce que je pense que la réalité est plus... On l'approche de plus près quand on a beaucoup de points de vue plutôt qu'un seul. Et même si Franz est au centre du roman, parce que c'est son départ qui va finalement catalyser la création de tous ces récits. Lui, il est
comme moi-même je le suis, il est le témoin de tout ça, et d'ailleurs il est un témoin qui prend conscience de tout ça 50 ans après, et pas sur le moment, ou qui lui-même prend des notes sur le moment, mais qui ne prendra conscience de la complexité et de la richesse de toute cette expérience que 50 ans plus tard. On peut dire que l'une des plus grandes transformations de Franz, au moment où il fait cette expérience et qui se fait petit à petit au contact des gens qu'il rencontre et dont il va prendre conscience à la fin de son année, c'est son identité ethnique, culturelle et son identité ethnique et culturelle, dont il n'avait pas conscience avant. Et puis, et évidemment, elle est revisitée par son ami Marco, qui lui lit les documents 50 ans plus tard. Donc il y a une continuité avec la façon dont nous voyons l'identité, et en particulier l'identité culturelle aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui n'est pas purement un roman historique, c'est plutôt un roman qui est écrit du point de vue des historiens en herbe, parce qu'ils ne sont pas historiens ni l'un ni l'autre, mais ils consultent des documents qui sont des documents historiques. Et c'est la façon dont ils les perçoivent aujourd'hui et dont ils comprennent un certain nombre de choses qui n'étaient pas tout à fait évidentes. Ils en ont compris certaines à ce moment-là, et puis elles prennent un relief beaucoup plus important aujourd'hui en comparant tous ces documents. C'est aussi une découverte, ou plutôt un éclairage que j'ai fait sur moi-même, c'est-à-dire quand on a vécu une grande partie de sa vie dans un environnement qui nous qualifiait de certains mots, qu'on n'y a pas trop réfléchi, dès qu'on prend de la distance, et dans ma vie, il m'est arrivé à 2 reprises de prendre de la distance, une première fois en partant aux États-Unis, pas à San Francisco, dans une autre ville, et d'y passer 1 an, et une deuxième fois en quittant la France pour aller m'installer au Québec. On prend conscience de qui on est au contact. Quand on est quelqu'un au contact des gens parmi lesquels on a grandi, on ne s'interroge pas trop. Quand on est quelqu'un, quand on n'a pas soi-même une différence dont on est porteur qui vous met en conflit avec les autres. Mais quand on est un nouvel arrivant dans une culture complètement différente, c'est-à-dire qui vous regarde comme la culture dont vous venez, vous commencez à prendre conscience de ce que vous portez culturellement, mais aussi de ce que vous ne saviez pas que vous portiez. Et voilà, c'est ce voyage-là que j'ai fait moi en écrivant le roman, et qui me permet au tout début du roman de signer de mon nom Marc Zafran et de dire je suis un juif d'Algérie, comme les personnages se définissent comme afro-américains ou comme italo-américains ou comme chicano, c'est-à-dire vivant dans un pays mais ayant leur culture avec eux. Et donc voilà, cette question de la définition de l'identité culturelle, hein, il y a l'identité sexuelle, mais il y a aussi l'identité culturelle. C'est quelque chose que le roman m'a permis de faire et qui donc a des échos aussi dans les découvertes que Franz fait lui-même sur sa propre identité. Pour moi, l'idée de faire partie d'une communauté, ça n'a jamais été une idée problématique, parce que, ayant grandi dans une famille juive et ayant des coutumes, c'est-à-dire d'aller à Yom Kippour 1 fois par an, d'avoir fait ma bar mitzvah, etc., je savais que je faisais partie d'une communauté à l'intérieur de la communauté française. Je savais aussi que cette communauté avait été, on peut dire, un tout petit peu maltraité, que l'antisémitisme ça existait, bon. Donc pour moi, la question de faire partie d'une communauté, ça n'a jamais été véritablement un problème. J'ai toujours su qu'il y avait des communautés. J'ai grandi en Algérie, il y avait des communautés en Algérie, il y avait des séparations raciales en Algérie. Quand je suis allé aux États-Unis, les séparations raciales et les séparations communautaires m'ont pas choqué. Ce qui m'a au contraire émerveillé, c'est la manière dont chaque communauté pouvait affirmer son identité,
affirmer ses coutumes, affirmer ses particularités et vivre en cohabitation pacifique avec les autres. Parce qu'il y avait des affrontements par exemple entre les Blancs et les Noirs, mais dans certaines régions comme les Californies, les affrontements étaient moins nombreux que les coopérations. Parce qu'il y avait beaucoup plus de communautés. Et par exemple, quand les Black Panthers se mettent à affirmer on ne veut plus se faire battre par les flics blancs, tout simplement parce qu'on est noir et qu'on marche dans la rue, il y a des blancs qui sont solidaires, il y a les autres communautés minoritaires qui sont solidaires, etc. Donc moi ce qui m'a frappé, c'est comment on pouvait dire je suis américain en ayant un père asiatique et une mère asiatique et un père juif new-yorkais, et que ça empêchait pas de vivre, ça empêchait pas d'avoir un métier, ça empêchait pas d'aller et venir, ça empêchait pas de faire quoi que ce soit. Tandis que, et donc ce clivage communautaire, c'était pas un clivage communautaire, c'était une marque identitaire qui permettait de dire qui on était, et non pas de se séparer des autres, mais de s'associer aux autres en étant qui on est, sans taire qui on est. Quand les hommes gays et les femmes lesbiennes de San Francisco font leur coming out et créent un quartier autour de la rue du Castro, dans laquelle ils vivent d'ailleurs avec les vieux habitants qui sont pas du tout gays, et vivent en bonne communauté là-bas, c'est parce que, ayant affirmé leur identité, là ils peuvent vivre comme tout le monde. Ça c'est une différence extraordinaire avec la France, où on demande implicitement à tout le monde de taire son identité, de taire ses différences, de faire comme si tout le monde était pareil. Eux, ils font le contraire. Ils disent on peut vivre ensemble en disant chacun qui on est. C'est évidemment simplifié, mais en gros c'est ça. Et effectivement, cette prise de conscience, je l'ai faite très progressivement au fil des années, mais je l'ai faite une première fois. Cette constatation, je l'ai faite une première fois quand je suis allé vivre là-bas, quand j'y suis retourné, mais je l'ai faite ensuite à de nombreuses reprises dans d'autres pays, en particulier en Angleterre, en particulier évidemment au Canada, où je suis allé vivre, et où, comment dirais-je, c'est du même ordre, c'est-à-dire que l'identité ethnique, par exemple, c'est juste, c'est comme la couleur des cheveux. Bah, ouais, je suis d'origine asiatique et j'ai des cheveux noirs. Bon, et alors il est certain que pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que dans une société comme celle-là, c'est pas que le racisme n'existe pas, bien sûr que le racisme existe, mais d'une part la tolérance, la coopération interindividuelle, et aussi la tolérance de l'État aux identités individuelles est bien plus grande qu'en France, de mon point de vue. Alors évidemment, à mes yeux, c'est un modèle qui mériterait d'être regardé de près, parce que je me souviens très bien d'une autrice française qui était très, comment dirais-je, très vivement opposée au fait que des femmes en France des femmes musulmanes portent le voile, en disant que c'était une marque d'islamisme, qui est allée à Montréal donner une conférence, alors elle explique son point de vue, et puis comme le font tous les Montréalais, il y a des gens qui se mettent au micro, il y a un micro au milieu de la salle, ils se mettent au micro. Et puis il y a une femme qui arrive et qui porte un voile, une femme de 50 ans, qui porte un voile, qui dit « Je comprends pas pourquoi vous êtes agité comme ça, parce que moi je porte le voile, mais c'est pas mon mari qui m'oblige à le porter. Lui, même si je disais je le porte plus, il me dirait ben, tu fais comme tu veux. Je le porte pas pour des raisons religieuses, je le porte pour des raisons personnelles. Et je suis né en Algérie, mon mari est né en Algérie. Et puis quand on a eu 25 ans, on n'avait pas beaucoup de perspectives en Algérie, on s'est demandé si ce serait pas bien d'aller vivre ailleurs, et on est venu vivre à Montréal. Et puis là, ce que je ne pouvais pas faire en Algérie, j'ai fait des études, je suis allé à l'université, maintenant je suis professeur de l'université.
mes étudiants, parmi mes étudiants, il y a des étudiants qui portent le voile, d'autres qui en portent pas. On s'en fout complètement. C'est comme si on avait mis des boucles d'oreilles. Donc je vois pas pourquoi vous agitez avec cette histoire de voile comme si toute personne qui portait le voile était représentative d'un danger pour la nation. Ici, elle parle du Québec, elle parle du Canada, où les policiers sikhs portent des turbans. Donc on sait que le policier à qui on a affaire est sikh puisqu'il porte un turban. Ça fait partie du décor et ça gêne personne. Eh bien, je voudrais simplement remercier, je voudrais dire merci à plein de gens. Je voudrais dire merci d'abord aux personnes qui ont lu les 2 premiers romans et qui vont lire le 3e. Et je voudrais dire merci aux personnes qui n'ont pas lu les 2 premiers romans, qui vont lire le 3e. Et qui auront peut-être envie de lire les 2 premiers, parce qu'on peut très bien les lire après. Et puis, je vais remercier aussi les lectrices et lecteurs qui ne liront pas ce livre, mais qui l'ont lu auparavant, et puis qui ont eu envie de regarder la vidéo pour se faire une idée. Et merci à toi, Jean-Paul.